Salut et fraternité citoyens. On est vendredi, on est à 2 jours de l'épilogue de cette longue campagne présidentielle, de cette élection interminable. Bientôt la fin donc, enfin j'ai envie de dire, je n'en pouvais plus. Mais malheureusement ou heureusement, au choix, la vie politique française nous réserve encore bien des surprises, bien sûr. Et avant de se plonger dans l'après-présidentiel, on va voir ce qu'il s'est passé ces 2 dernières semaines. Alors déjà, petit débrief des résultats du premier tour qui ont eu lieu il y a maintenant quasiment 15 jours, ça passe si vite. On ne s'est pas revu depuis. Alors c'est des résultats fort intéressants puisque au premier coup d'œil, on pourrait presque se dire que la vie politique française est divisée en 3 pôles idéologiques. Le pôle écolo-socialiste qui est emmené par Jean-Luc Mélenchon et qui fait lui 22% des voix à lui seul. Le pôle centro-libéral emmené par Emmanuel Macron qui fait quasiment 28% des voix. Et le pôle nationaliste et populiste emmené par Marine Le Pen qui fait 23% des voix au premier tour. Et c'est très intéressant puisque ces 3 candidats recueillent à eux 3 quasiment 3/4 des suffrages exprimés pour cette élection présidentielle, 25 millions de voix. Et d'ailleurs, tant qu'on parle du nombre de voix, quelque chose qui est très intéressant à souligner, c'est que les 3 candidats arrivés en tête à cette élection présidentielle de 2022 avaient déjà fait de bons scores en 2017, ils étaient déjà candidats, mais ils ont tous les 3 progressé en nombre de voix exprimées pour eux-mêmes. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a gagné plus de 600 000 voix. Enfin, j'ai envie de dire, Marine Le Pen, 1 demi-million, et Emmanuel Macron a gagné 1 100 000 voix. C'est quand même intéressant à souligner que ces 3 candidats gagnent quand même pas mal de voix. La participation a quand même baissé pour cette élection présidentielle, pour ce premier tour. La participation était de quasiment 78% au premier tour en 2017, on est à 73-74%. Et donc, participation qui est en légère baisse, augmentation du nombre de voix exprimées pour ces 3 candidats. Ça veut dire une chose, c'est que le reste des candidats n'ont pas profité largement de cette élection, ils ont fait des mauvais scores. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez surprenant quand on voit les 3 prochains. Éric Zemmour, qui était crédité il y a encore 6 mois de 15 voire 17% dans les intentions de vote, a retrouvé finalement son niveau qu'il avait avant de sa déclaration de candidature à l'été dernier, à 7%. Yannick Jadot aussi fait un mauvais score, j'ai envie de dire, il fait 4,6% sous la barre symbolique des 5%, il ne sera pas remboursé pour cette élection. Et enfin, peut-être que le choc le plus important, c'est le score de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, qui fait 4,7% des suffrages exprimés. 4,7% quand même pour la candidate du parti républicain, héritier du général de Gaulle. Symboliquement, ça fait mal. Ça fait très mal. Enfin bref, vous connaissez déjà tous les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Au pire, je vous les remets actuellement à l'écran. Vous pouvez admirer le magnifique score, notamment de Anne Hidalgo qui fait moins de 2% des voix. C'est très marrant puisque, en fait, à eux deux, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse font à peine un peu plus que Benoît Hamon il y a 5 ans. 6,5% quoi. Et finalement, ce qui est le plus intéressant là-dedans, ce sont les scores et les proportions qu'il y a entre le vote de conviction et le vote utile. Le jour du vote, on a eu une enquête d'opinion, Opinionway CNews, qui nous disait quelle était la proportion donc de vote de conviction et de vote utile dans chacune des principales candidatures. Pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le vote utile représente quand même quasiment 1/3 de leurs voix exprimées. Et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est encore plus important puisque la moitié des suffrages qu'il a reçus est du vote utile. Alors le problème du vote utile, c'est que c'est pas un vote de conviction profonde, c'est un vote qui est sur l'instant, c'est pas un vote fidélisé. C'est très difficile de convertir un vote utile en vote de conviction. Il en faut beaucoup de la force de conviction. Alors, au premier tour de cette élection présidentielle, le président de la République sortant a fait le service minimum. Très peu d'interviews, un seul grand meeting, des rencontres sur le terrain, mais très peu. Il a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine en disant donc qu'il était pris par la guerre en Ukraine et en ne faisant pas campagne, en laissant finalement les 11 autres candidats s'affronter sur le champ de bataille. Marine Le Pen a fait une très bonne campagne aussi, il faut le dire, Jean-Luc Mélenchon aussi. Ces 2 candidats, ils ont fait quand même, ils ont eu une très belle dynamique, les votes utiles notamment, dans les derniers instants de leur campagne.
Jean-Luc Mélenchon, il a quand même fait une petite remontada incroyable, Marine Le Pen aussi. Enfin bref, maintenant on est donc dans une campagne entre le président sortant et la députée du Nord, et la représentante du Rassemblement National. Alors, franchement, effectivement, Marine Le Pen a fait une bonne campagne au premier tour de l'élection présidentielle. Elle a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, elle a été très dédiabolisée, notamment par sa stratégie de communication, qui consistait à ne pas trop parler non plus d'immigration ou de sécurité ou tout ça. Pourtant, ce sont des thèmes majeurs dans cet électorat. Et puis, elle a été très dédiabolisée grâce à la candidature d'Éric Zemmour, qui apparaissait comme le plus extrémiste de la campagne, le plus extrémiste de droite. Enfin bon, ça c'était avant le premier tour, parce que depuis qu'on a passé les résultats du premier tour, qu'on est entré dans la campagne du second tour, la tendance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen semble s'être totalement inversée, si j'ose dire. Emmanuel Macron, qui ne faisait pas campagne jusque-là, a fait campagne pleinement. Il fait des meetings en plein air, à Marseille notamment, à Strasbourg. Il fait des rencontres, il fait des interviews, quand Marine Le Pen, elle, fait des conférences de presse et aussi quelques déplacements sur le terrain. Mais quand même, on voit qu'il y a une petite démesure. Du coup, ça se ressent dans les intentions de vote et dans les sondages, puisque avant le premier tour de l'élection présidentielle, pour les sondages du second tour, on voyait que l'écart se rapprochait jusqu'à titiller la marge d'erreur entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, et là ça commence à se distendre. On a donc, depuis plusieurs jours maintenant, un affrontement à distance, des petites phrases, des petites piques qu'ils s'envoient dans les médias interposés, dans les meetings interposés. Et ces échanges interposés ont atteint leur paroxysme donc le mercredi 20 avril, lors du débat du second tour, qui était présenté par Gilles Boulot et Léa Salamé. Alors, le débat d'entre-deux tours, c'est une tradition républicaine et médiatique en France. Ça existe depuis 1974, le premier débat était entre Giscard et Mitterrand. Et c'était largement inspiré de ce qui se faisait déjà aux États-Unis. Depuis 1974, on a connu 9 élections présidentielles et 8 débats du second tour. Il y a une élection où il n'y a pas eu de débat au second tour, c'est celle de 2002. Jacques Chirac n'a pas voulu affronter Jean-Marie Le Pen lors d'un débat. Alors cependant, pour les autres élections, il y a eu des débats qui ont moins marqué l'histoire, plus ou moins marqué l'histoire politique et médiatique de notre pays, avec certaines punchlines qui sont encore célèbres. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Enfin bref, le match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a duré au total 2h50, c'est très long, c'est assez long je veux dire. Les échanges ont été très francs, ils ont été beaucoup plus courtois qu'il y a 5 ans, il faut le souligner. Puisque le temps On est presse. beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. On a vu finalement 2 modèles de société s'affronter lors de ce débat. D'abord le modèle libéral et pro-européen d'Emmanuel Macron, et puis le modèle nationaliste et populiste de Marine Le Pen. Bon, fondamentalement c'était intéressant parce qu'il y avait donc ce débat idéologique, il n'y avait pas non plus de sang et de larmes, ça allait. Les gens qui étaient venus pour ça ont dû être déçus. Il y avait quand même des moments de tension, des moments plutôt des uppercuts bien placés, j'ai envie de dire, mais pas de sang et de larmes. Et avant de parler du fond, ce débat nous a quand même offert quelques pépites sur la forme du tweet imprimé par Marine Le Pen au petit mot du président de la République, d'une punchline sur la Russie à celle notamment sur le climat. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt en 2015, auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
C'est ça le problème, Madame Le Pen. D'ailleurs, Emmanuel Macron, parce que il a accès à l'intégralité des informations des services français, sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Je vais répondre à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je ne suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas. Mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Non, mais d'accord. Non, mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons. Je vous donne pas sur de le leçons. financement de Je mon connais prochain... le numéro par cœur, ne me le faites pas, Madame Le Pen. Sur le fond, donc. Le débat s'est ouvert avec la minute introductive habituelle dans tout débat politique en France. Et puis ensuite, on a commencé à parler finalement de pouvoir d'achat et de stratégie économique. C'était très intéressant de voir que chacun avait des stratégies différentes. On a parlé également de crise internationale avec la guerre en Ukraine et les relations avec la Russie, de la gestion de la crise sanitaire, de la réponse face à l'urgence climatique et environnementale, un peu d'immigration et de laïcité quand même, il ne faut pas l'oublier, et enfin un petit peu d'institutions, quelques minutes sur les institutions et le mode de gouvernance. Sur la forme des échanges, ça a été intéressant, assez surprenant parfois. Emmanuel Macron était beaucoup plus à l'aise que Marine Le Pen, ça se voyait, beaucoup plus arrogant également, hein, il faut le dire. Et puis bon, ce qui était surprenant quand même dans ce débat, c'est que Marine Le Pen, qui pouvait allègrement attaquer le bilan d'Emmanuel Macron, sur le fond et sur la forme, eh bien, finalement, a essayé de le faire, mais finalement, ça a été très mal fait, hein, il faut le dire. Là où Le Pen aurait pu faire le bilan d'Emmanuel Macron, parfois on avait l'impression que c'était Macron qui faisait le bilan de Le Pen. C'était très bizarre. Dans l'ensemble, il semblerait donc qu'Emmanuel Macron ait été un peu plus convaincant que Marine Le Pen. D'après une enquête et la BFM TV publiée juste après le débat, le président de la République candidat a été jugé comme le plus convaincant, bien sûr le plus dynamique des deux, celui qui a le plus de qualité pour être président, et aussi celui qui a été le plus arrogant. La candidate du Rassemblement national, elle, a été jugée comme étant plus proche peut-être des inquiétudes des Français. Elle inquiétait quand même pas mal les Français, et les Français ont quand même dit que c'était une candidate qui voulait changer les choses. Voilà. Bref, le débat a eu lieu, les dés sont jetés. Bon, et maintenant donc, la campagne va s'achever ce soir, vendredi soir donc. Nous allons voter dimanche et à 20h nous aurons le nom du vainqueur. C'est probablement Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui est en tête, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et ensuite, que va-t-il se passer dans les jours qui suivent? Alors c'est très simple. Déjà, le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats de l'élection présidentielle et va proclamer le vainqueur du scrutin comme président de la République. Dans tous les cas, le mandat d'Emmanuel Macron qui s'achèvera le 13 mai à minuit. Si Emmanuel Macron est réélu, ce qui est très probable donc, il y aura une cérémonie d'investiture, probablement très sobre, hein, pas fastueuse et pas avec des invités en pagaille, à l'Élysée où les chefs des institutions françaises promulgueront donc les résultats. Emmanuel Macron sera encore une fois investi président de la République pour 5 ans supplémentaires. Dans la foulée, normalement, de ce second quinquennat, si Emmanuel Macron est réélu, le gouvernement de Jean Castex va présenter sa démission. Il l'a déjà annoncé, Jean Castex. C'est une tradition républicaine aussi pour le gouvernement sortant de présenter sa démission au président élu. Au moins, ça laisse un petit peu le champ libre aux locataires de l'Élysée pour choisir le nouveau gouvernement. Alors, on ne sait pas encore qui va remplacer Jean Castex à Matignon. Il y a des noms qui circulent. Elisabeth Borne, Florence Parly, Christine Lagarde. Mais bon, il faut faire attention avec tous ces noms, puisque on a l'habitude, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, d'aborder plein de noms et qu'au final, ils nous sortent un inconnu de dernière minute, de dernière les fagots, que personne ne connaît donc. Mais reste à savoir si ce nouveau gouvernement aura une majorité à l'Assemblée nationale en juin. Puisque vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends donc, les 12 et 19 juin, nous allons voter. Nous allons élire nos 577 députés à l'Assemblée nationale. Ceux qui écrivent les lois, ceux qui votent le budget de la nation. C'est pour ça que plusieurs formations politiques espèrent avoir une majorité pour gouverner le pays. Certains ont d'ailleurs déjà lancé le mouvement. Jean-Luc Mélenchon, depuis le début de la semaine, nous dit et demande aux Français de l'élire Premier ministre lors des élections de juin prochain. Car oui, le Premier ministre tire sa légitimité de la majorité à l'Assemblée nationale en France.
S'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il ne peut pas être Premier ministre. Et dans toutes les autres formations politiques, dans toutes les formations politiques en général, on a scruté minutieusement les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dans les 577 circonscriptions législatives du pays. Et du coup, quand on les regarde en détail, dans les 577 circonscriptions, Emmanuel Macron arrive en tête dans 266 d'entre elles, Marine Le Pen dans 206 et Jean-Luc Mélenchon dans 105. Alors ça ne veut pas dire que l'Assemblée nationale de juin prochain ressemblera à ça, hein. Bien sûr que non. Parce que de toute façon, il y a toujours une prime au président élu après une élection présidentielle pour les législatives. Donc Emmanuel Macron devrait théoriquement avoir une majorité en juin prochain. Ce qui reste à savoir, c'est si c'est une majorité absolue ou relative. Une majorité absolue avec la seule République en marche, une majorité absolue en comptant sur l'aide des autres formations politiques de la majorité présidentielle, le MoDem, Agir, Horizon, Territoire de Progrès, une majorité avec d'autres partis politiques qui ne sont pas de la majorité présidentielle actuelle, les socialistes, les républicains. D'ailleurs, est-ce que ces deux formations politiques qui ont longtemps gouverné notre pays vont réussir à garder des sièges malgré leur très mauvais score à l'élection présidentielle? Bonne question là aussi. Quel sera le score du Rassemblement national? Éric Zemmour va-t-il réussir à former une coalition des droites, comme il l'appelle de ses voeux aujourd'hui? Va-t-il réussir à se faire élire député à l'Assemblée nationale? Jean-Luc Mélenchon va-t-il réussir à établir une coalition aussi du NPA aux écologistes? Va-t-il là aussi avoir un gros groupe à l'Assemblée nationale? C'est la question finalement. Vous voyez que pour l'instant on a plein de questions, pas de véritable réponse avant juin. Dans tous les cas, on va suivre ça sur WIP bien sûr, les élections législatives de juin et la campagne, mais aussi ce qui se passera après avec le discours de politique générale du nouveau Premier ministre et du gouvernement, avec tous les rebondissements de la vie politique. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à nous faire des retours sur tout ce que vous voulez. Merci de nous avoir regardés, lâchez un like. Moi je vous dis à bientôt sur WIP.